Présidentielle et législative du 22 novembre prochain au Burkina, le mouvement AFA entame une nouvelle stratégie de campagne. Le porte-à-porte lancé hier dans l'arrondissement 10, l'AFA compte ainsi réussir à se positionner pour les législatives. Et le PDC a rassemblé notamment les femmes des 12 arrondissements de Ouagadougou. Le message, voter pour le candidat du MPP et leur candidat aux législatives. Et puis enfin, présidentielle et législative au Burkina, toujours, la campagne électorale a été lancée dimanche en Côte d'Ivoire, pays qui abrite le plus grand nombre de Burkinabés de la diaspora. Vous verrez les partis politiques à l'œuvre. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Présidentielle et législative du 22 novembre prochain au Burkina. À quelques jours de la fin donc de la campagne électorale, le mouvement AFA entame une nouvelle stratégie de campagne. C'est une opération porte-à-porte dénommée Opération Zakzaka qui est lancée donc par le président du parti Agir. C'était lundi 16 novembre, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou, Raketa Bilgo et Samira Ouedraogo. C'est dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou que le mouvement AFA a débuté sa nouvelle stratégie de campagne dénommée Opération Zakzaka. Le président du parti, Adama Kanazoué, a lancé le top départ de cette activité en présence de ces jeunes appelés commandos clés. Mais avant de débuter l'opération, place aux consignes. Il s'agira pour cette équipe de passer de porte en porte pour convaincre la population de voter pour le mouvement AFA aux législatives. Nous avons lancé ce que nous appelons l'opération Last Week, l'opération dernière semaine. Et cette opération-là, on la veut d'extrême proximité. Il faut avouer que notre campagne a été une campagne de proximité. Nous avons utilisé des tricycles motorisés pour entrer dans toutes les zones les plus reculées donc, de la province du Kadiogo. Nous aurions pu faire avec des camions comme les autres, mais nous serons seulement sur les grandes artères. Alors que ce que nous souhaitons, c'est surtout aller vers les populations à la base pour leur passer le bon message. Aujourd'hui, nous allons accentuer cette proximité à travers donc des causeries directes. Ce que nous appelons de one-to-one, des contacts directs donc, avec les populations. C'est l'opération qui démarre avec ce commando clé. Ces commandos donc vont arpenter l'ensemble donc des communes, des arrondissements et des secteurs et des zones de la ville donc de Ouagadougou et de la province tout entière, et pour passer le message de l'AFA. Le message à véhiculer durant cette étape de la campagne sont les différentes actions menées par le mouvement à l'endroit des populations. Adama Kanazoué a énuméré la subvention de frais de permis de milliers de citoyens, le soutien à la population durant la période de Covid-19, le financement d'une centaine de femmes dans le cadre de la réalisation de leurs projets. Des nouveaux projets sont également en cours. Nous avons été auprès des populations, nous souhaitons continuer ce travail-là à l'Assemblée nationale. Nous avons demandé donc à l'ensemble des populations de faire confiance à la clé, de voter la clé parce que la clé aujourd'hui est une solution déjà testée, une solution qui a déjà fait ses preuves. Donc nous ne sommes pas des aventuriers, nous sommes en train de leur dire simplement que nous allons confirmer à l'Assemblée ce que nous avons fait au niveau micro, à notre niveau. Donc ces commandos-là vont aller donc à l'assaut de ces populations pour passer le bon message et pour faire en sorte qu'au soir du 22, les listes de l'AFA passent de façon massive dans l'ensemble donc du territoire national. Notons que les aspirations du mouvement AFA, parti de la mouvance présidentielle, est d'accompagner Roch-Marc Christian Kaboré pour la présidentielle et se positionner pour les législatives. La caravane de presse Agir contre les inégalités est un projet porté par 4 organisations de la société civile. Il s'agit du secrétariat permanent des ONG SPONG, de la Confédération paysanne du Faso, du Balai citoyen et de l'Association des femmes juristes du Burkina. Organisée ce samedi 14 novembre, cette caravane visait donc à promouvoir la cohésion sociale et des élections apaisées au Burkina. C'est Gerkouma et Abdulraminier. Pour les élections présidentielles et législatives à venir, les populations doivent savoir faire le choix utile pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. C'est à cette mission de sensibilisation que s'est assignée la caravane de presse Agir contre les inégalités qui a sillonné une dizaine de marchés de la ville de Ouagadougou. Nous les invitons de prendre attache, de prendre connaissance du programme de chaque candidat et voir réellement le candidat qui incarne plus
la prise en compte des inégalités dans son programme de société et les engagements pris pour réduire ces inégalités. Ces inégalités, c'est comme quoi, de façon simple, c'est l'accès aux services sociaux de base. Nous sommes au Burkina Faso, nous savions tous, nous connaissons certaines réalités. Vous voyez, dans certaines localités, d'autres ont accès à l'école, d'autres enfants n'ont pas accès à l'école. Donc nous voulons que le candidat qui va venir, le candidat qui sera retenu au sortir des élections du 22 novembre, ce soit ce candidat-là qui prend en compte dans son programme de société pour que chaque enfant ait accès à l'école, pour que chaque citoyen burkinabé ait accès à l'eau potable, pour que chaque burkinabé ait accès aux soins de qualité. Ce projet, porté par le secrétariat permanent des ONG SPONG, la Confédération paysanne du Faso, le Balai citoyen et l'Association des femmes juristes du Burkina, fait suite à une série d'activités qui avaient déjà été menées. Nous avons pu faire le lobbying auprès des différents candidats, de 10 candidats engagés aux élections 2020. Nous avons pu également, le 25 septembre au CIAO, avoir la signature officielle de 9 candidats qui ont pris l'engagement de travailler à intégrer dans leur offre politique la prise en compte des inégalités. Ils ont pris cet engagement au sortir des recommandations de la société civile. Donc à l'issue de ça, il y a également eu des conférences, il y a eu une conférence de presse et il y a eu des conférences publiques pour former, il y a eu également de ces formations pour sensibiliser les citoyens lambda, ce que nous appelons inégalité, pour sensibiliser également les citoyens lambda à faire un vote utile le 22 novembre 2020. Avant de débuter la tournée, les caravaniers ont observé une minute de silence en mémoire des 14 soldats tombés sur le champ de bataille le 11 novembre dernier. Œuvrer pour la réduction des inégalités entre les populations, tel est le cheval de bataille de cette caravane, agir contre les inégalités. Dans le cadre des élections législatives du 22 novembre prochain, le Parti pour le développement et le changement PDC a rencontré ses militants lundi dernier. Un meeting qui a rassemblé les femmes des 12 arrondissements et de quelques communes de Ouagadougou. Image Ami Valion avec la voix de Nelly Tapsoba. Des femmes de tous les 12 arrondissements et de quelques communes de Ouagadougou sont venues nombreuses pour apporter leur soutien aux 8 candidats du PDC, le Parti du développement et le changement. Pour l'occasion, le président du PDC, Aziz Fatel Sérémé, a invité les militantes du PDC à voter pour le candidat du MPP à la présidentielle. Il était impérieux que justement, à l'orée des élections du 22 novembre, nous puissions sonner une mobilisation générale de toutes les femmes qui s'identifient au PDC à être prêts pour les votes qui arrivent et vraiment à porter véritablement leur choix sur notre candidat, le président Roch-Marc Christian Kaboré, à l'élection présidentielle et sur le PDC aux législatives. Les femmes se sont vues félicitées pour la mobilisation par le président du parti. Pour Aziz Fatel Sérémé, les femmes sont au cœur du développement du Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle le PDC a décidé de fonder son espoir sur ces dernières. Vous, femmes du Burkina Faso en général et de la province du Kadiogo en particulier, vous constituez une force électorale incontournable. C'est sur vous que nous avons décidé de fonder nos espoirs, de réussir cette élection. C'est sur vous que repose la lourde charge de ramener la victoire au soir du 22 novembre. C'est encore vous qui avez la tâche d'honorer davantage la présidente d'honneur fondatrice, le président Roch-Marc Christian Kaboré, notre candidat. En un mot, vous êtes le PDC. À ce meeting, le président du Parti du développement et le changement a rassuré les femmes qu'elles ne seront pas oubliées lorsqu'elles feront le bon choix au soir du 22 novembre, car elles occupent une place centrale dans le programme de développement du parti. Eddie Komego était ce 16 novembre dans le BAM et le San Matenga, deux provinces à fort défi sécuritaire et qui accueillent plusieurs centaines de déplacés internes. Aussi bien à Kongoussi qu'à Kaya, le candidat du CDP a proposé la solution de la diplomatie pour arrêter la guerre. Il promet la tenue d'un forum de réconciliation nationale et des réalisations d'infrastructures sociaux. Envoyé spécial Michael Tougré.
Edi Komboego à Kongoussi va insister sur la solution diplomatique pour arrêter les attaques terroristes au Burkina Faso. C'est une province du BAM touchée par ces attaques avec pour conséquence des villages vidés de leur population, occasionnant ainsi des milliers de déplacés internes. La province du BAM, considérée comme une zone rouge, doit retrouver sa stabilité et les populations relogées dans leurs villages, promet le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès à la présidentielle du 22 novembre. À la place du rond-point central, ils étaient plusieurs centaines. Les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès sont venus écouter Edi Komboego. Dans le BAM, le candidat du CDP se présente comme l'homme de la solution pour la paix, la réconciliation et la cohésion nationale. Pendant 5 ans, être attaqué, être agressé, avoir subi plus de 1500 morts, je m'incline sur leur mémoire, et ne pas chercher à savoir qui nous attaque. Ce n'est pas un crime d'aller chercher qui nous attaque, c'est une voie intelligente. C'est pourquoi le CDP est venu parler à ces populations, montrer sa solidarité et son engagement à mettre fin à cette guerre rapidement et à affecter le budget, plus du tiers de notre budget national qui était aux forces de défense et de sécurité, à faire des investissements sociaux et structurants pour les populations. Il faudrait que ça change. C'est pourquoi le CDP propose cette solution intelligente et diplomatique. Comme les autres pays, on peut se poser la question de savoir pourquoi on ne tire pas en Mauritanie. Pourtant, la Mauritanie est un pays du G5 Sahel. Après Kongoussi, Edi Komboego s'est rendu à Kaya dans le Salmatenga, toujours dans le centre-nord. Cette localité fait face aussi aux défis sécuritaires. Tout comme à Kongoussi, pour le candidat du CDP, il faut une négociation avec les groupes armés. Edi Komboego, dans son projet de société, parle aussi d'organisation des orpailleurs et de modernisation du secteur de l'agriculture qui occupe environ 80% de la population burkinabé. Si nous voulons faire de l'agriculture un domaine rentable pour les grandes populations, il faut que l'on investisse. Il y a beaucoup de nombreux scientifiques qui ont fait des recherches et qui aujourd'hui trouvent des semences qui donnent une grande productivité. Pourquoi on ne vulgarise pas? J'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent se complaisent de voir les populations dans la pauvreté. Il faut prendre courageusement notre destinée en main et travailler à ce que les tendances soient inversées. Il faut la formation, il faut l'encadrement, il faut des enseignements techniques, scientifiques, professionnalisants qui soient adaptés à notre économie et vous verrez que ces inégalités-là seront réduites. Le candidat à la présidentielle du Congrès pour la démocratie et le progrès est attendu ce 17 et 18 novembre dans la région du Nord. Edi Komboego ira à la rencontre des militants du Congrès pour la démocratie et le progrès des provinces du Yatenga, du Zandoma et du Passouri, considérés comme un bastion électoral du candidat à la présidentielle. Suite de la troisième étape de campagne électorale du candidat présidentiel sortant après Gawa, c'est Banfoura, chef-lieu de la région des Cascades, qui a accueilli Roch Kaboré. Même procédé, rencontre avec les forces vives et meeting ensuite face aux populations des Cascades, donc région qui abritera les festivités du 11 décembre 2020. Le candidat donc du MPP a dressé le bilan de son premier quinquennat et demandé le soutien des populations pour un deuxième mandat. Envoyé spécial Maxime Jedbombara. C'est la 9e rencontre du candidat Roch Christian Kaboré avec les forces vives depuis le lancement de sa campagne. Et l'objectif reste le même, rendre compte de la gestion de son premier mandat et recueillir les doléances des forces vives de la région des Cascades. Après avoir présenté le bilan de son premier mandat jalonné par la crise sécuritaire, la fronde sociale et la pandémie du coronavirus, le président sortant et candidat à sa propre succession dit compter encore sur le soutien des forces vives des Cascades pour le deuxième mandat qu'il entend briguer. Roch Christian Kaboré a également, au cours de cette rencontre, recueilli les doléances des différentes couches sociales relatives, entre autres, à la transformation du centre hospitalier régional de Banfoura en centre hospitalier universitaire, à la réalisation d'infrastructures routières pour le désenclavement de la région et à la formation des jeunes pour leur insertion socio-professionnelle. Il faut que quand les jeunes viennent avec leurs dossiers, ce soit des dossiers auxquels ils ont réfléchi. C'est pas voir quelqu'un qui se va aligner moi des chiffres, si j'ai 100 000, j'ai 200 000, bon, je vais faire une affaire. Non. Il faut qu'on soit motivé. Parce que comme j'ai dit, les domaines sont nombreux. On a parlé du secteur minier.
Oui, c'est un certain emploi pour les jeunes. Et toutes les mines qui doivent ouvrir dans la zone des cascades doivent permettre de recruter des jeunes de cascades. Mais comme j'ai dit, dans des domaines qui sont spécialisés du genre, il faut qu'il y ait des formations. Face aux populations des Cascades, région qui abritera les festivités du 11 décembre 2020, le candidat à la présidentielle a également pris des engagements au cours de son meeting pour le développement de la région. J'ai pris également l'engagement ce matin que nous allons réaliser ici à Banfora un centre régional d'artisanat pour permettre de valoriser l'artisanat de la région. Et enfin, nous allons travailler à l'ouverture du marché des fruits et légumes de Banfora. Après Banfora, cap sur Dédougou, chef-lieu de la région de la boucle du Mouhoun, où le candidat Roch-Marc Christian Kaboré se prêtera au même exercice. La campagne électorale couplée présidentielle et législative a pris forme au sein de la diaspora burkinabé le 15 novembre dernier. Il s'agit donc d'une première en Côte d'Ivoire, pays qui abrite le plus grand nombre de Burkinabés de l'étranger. Les partis politiques ont sonné la mobilisation pour une victoire au soir du 22 novembre prochain. Image dans cette correspondance de Yamba Cabré. Une fois n'est pas coutume, pour la première fois de son histoire, la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire a droit à sa campagne électorale. À l'occasion des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre prochain, la campagne a été lancée au sein de la diaspora ce 15 novembre. Pour la mouvance présidentielle, la reconnaissance revient au président sortant Roch-Marc Christian Kaboré et les urnes doivent le démontrer au soir du 22 novembre au sein de la diaspora. Le point commun, c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui est le candidat de la diaspora. Et je voulais aussi lancer un appel à tous les Burkinabés du monde entier, aux États-Unis, en Europe et toute l'Afrique, les 22 pays dans lesquels les votes doivent se dérouler, à leur dire que notre candidat, le candidat de la diaspora, c'est Roch-Marc Christian Kaboré, qui aujourd'hui rentre dans l'histoire, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui si nous allons goûter au désir de glisser un bulletin dans une urne. C'est grâce à Roch-Marc Christian Kaboré. Après une stratégie de proximité du ministre Aruna Kaboré, c'est le palais de la culture qui a reçu la délégation du ministre Maurice Bonané au fin de mieux vendre le label Roch pour la continuité. Comme vous l'avez remarqué, il y a un consensus général, que ce soit les autorités coutumières et religieuses, les opérateurs économiques, les femmes, les anciens, les jeunes, autour de l'action du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui, durant les 5 ans de son mandat, malgré l'adversité du terrorisme, malgré l'adversité de la fronde sociale, vous avez pu constater à travers le court-métrage qui vous a été présenté l'importance des réalisations qui ont été faites au profit des populations. Et à travers donc une coordination régionale dans l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso, les 15 000 relais dans l'ensemble des régions du Burkina Faso, et bien entendu le relais dans la 14e région de notre pays qui est la diaspora, nous participons aux côtés donc, de la majorité présidentielle, aux côtés donc, des alliés, à mener une campagne de proximité pour que, soit donc du 22 novembre 2020, Roch-Marc Christian Kaboré soit plébiscité, qu'il puisse donc être à la tête de notre pays pour 5 ans. Les autres partis ont également investi le terrain, c'est le cas de l'ADF-RDA et du CDP. Le sens que je donne à cette mission, c'est de dire que nous devons de la considération et du respect à notre diaspora où qu'elle se trouve et qu'il ne s'agit pas seulement d'aller vers eux quand on a besoin de voix, mais c'est surtout de donner toute la place qu'il faut à notre diaspora. C'est la raison pour laquelle dans mon programme, je prévois de pouvoir impliquer davantage la diaspora dans ce que nous faisons. Il faut noter qu'en prélude à cette campagne électorale dans un contexte particulier en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Zongo avait reçu les représentants des partis politiques pour, semble-t-il, leur recommander la sobriété, la discrétion et la prudence pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Débuté le 12 novembre dernier, le 15e congrès du syndicat national des agents des impôts et des domaines SNAID a refermé ses portes samedi. Les congressistes se sont penchés sur la situation des 3 agents revoqués en dénonçant donc également une mauvaise gestion du directeur général des impôts. Le SNAID a également renouvelé son bureau. Reportage Saint-Ger Kouma et Abdelraminier.
Au cours de la cérémonie de clôture du 15e congrès ordinaire du syndicat national des agents des impôts et des domaines SYNAID, 6 points ont été relevés. Il s'agit notamment du système de collecte des impôts. Le SYNAID estime que ce système ne favorise pas les fonctionnaires de classe moyenne. L'impôt actuellement frappe beaucoup les plus pauvres et crée des privilèges pour la bourgeoisie à travers les exonérations injustes, des provisions et amortissements afin de faire échapper à l'impôt le bénéfice de l'entreprise. Pour mieux cerner l'iniquité de l'impôt, une comparaison a été faite sur la variation du taux de l'impôt sur le bénéfice et le salaire du fonctionnaire. Pendant que le taux de l'impôt sur le bénéfice a connu une baisse significative, passant de 45% à 27,5%, des années 90 à aujourd'hui, soit une baisse de 39%. À l'inverse, le salaire vient de subir une énorme baisse avec la récente extension de l'UTR sur les primes et indemnités des salariés du public. Cette cérémonie a été l'occasion pour le SYNAID de présenter son nouveau bureau à l'Assemblée et aux anciens secrétaires généraux du syndicat. Le nouveau secrétaire général entend placer son mandat sous le signe de la nécessité du respect de la ligne du syndicat et la mise en œuvre des décisions prises durant ce congrès. Le nouveau mandat que nous venons de prendre sera placé sous le signe de la nécessité du respect de la ligne du syndicat, c'est-à-dire le syndicalisme révolutionnaire de lutte des classes, et sur le signe du respect, c'est-à-dire notamment la mise en œuvre des décisions prises dans ce présent congrès, notamment les différents actes, les motions, les recommandations, les résolutions et les modifications apportées aux textes fondamentaux du syndicat. Naturellement également la défense de la plateforme revendicative qui a été adoptée par le présent congrès. Durant ces 3 jours, les congressistes se sont également penchés sur le cas des 3 agents révoqués pour fait de grève. Ils promettent tout mettre en œuvre pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Par rapport à la situation des 3 camarades des impôts révoqués, la situation c'est que il y a un dossier en justice. Ensuite, il y avait un mot d'ordre qu'on avait lancé, on a suspendu et on attend la réaction des autorités. Et si à un moment donné, il n'y a pas quelque chose de concret allant dans le sens de leur réintégration, ce d'autant plus que le Congrès a adopté comme point de revendication leur réintégration immédiate et sans délai. Et nous allons aviser. Le syndicat national des agents des impôts et des domaines SYNAID compte œuvrer pour la satisfaction des besoins pressants des agents des impôts. Il affirme aussi ne pas attendre grand-chose des élections du 22 novembre. Par conséquent, il invite ses membres à s'en départir. La gouvernance démocratique au cœur d'un cadre de réflexion initié par le Centre d'information et de formation en matière de droits humains CIFDA, dénommé Café Citoyen. Cette activité tenue dans la ville de Banfora fait suite à celle de Fadel Gourma et Bobo Dioulasso. On en parle avec notre correspondant Joseph Koudougou. Après l'étape de Bobo Dioulasso, le Café Citoyen a déposé ses valises dans la ville de Banfora. Une activité à mettre à l'actif du Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA. Le Café Citoyen est une initiative que nous menons en tout cas avec le soutien de nos partenaires. Donc je cite là l'ONG Diaconia avec l'apport financier du Bureau de la coopération suisse. Il est question en tout cas de voir comment la jeunesse peut également s'engager de son côté, en tout cas à valoriser, à favoriser en tout cas un cadre sain dans lequel en tout cas la gouvernance à laquelle nous avons affaire est une gouvernance saine. C'est déjà d'avoir une jeunesse qui prend conscience de son rôle, conscience qu'elle a déjà un rôle donc à jouer. Ce café citoyen s'est déroulé sous forme de débat interactif avec plusieurs panélistes autour du thème jeunesse et gouvernance démocratique. Je crois que le thème qui nous interpelle tous, et particulièrement les jeunes, est la bienvenue, surtout en cette période électorale où les jeunes sont sollicités dans beaucoup d'activités. Alors c'était d'exposer, les interpeller par rapport à ce qui est déjà fait pour la jeunesse, parce que les jeunes représentent 72% de la population.
Et les analyses montrent que leur engagement et leur participation dans la gouvernance n'est pas proportionnelle à leur nombre. Occasion pour les jeunes de donner leur lecture sur la question. Ça m'a permis de savoir que d'abord la jeunesse même peut contribuer vraiment au développement du pays. Il ne faut pas croire seulement à tout moment que ce sont les vieillards qui sont compétents, que ce sont les vieillards qui peuvent diriger. À tout moment, quand on voit des gens qui militent, ce ne sont pas des vieillards qui sortent pour militer. Ce sont des jeunes qui sont au premier rang. Si nous prenons par exemple l'insurrection en 2014, ce sont les jeunes qui étaient au devant. Les jeunes ont combattu, ils ont milité et maintenant pour remettre le pouvoir maintenant aux mains des vieux. Et moi je trouve cela comme c'est un peu abominable. La jeunesse doit être consciente. Et il ne faudrait pas également qu'ils se laissent influencer par les biais, parce que nous sommes aux portes des scrutins à venir, du 22. Donc il ne faudrait pas qu'ils se laissent influencer par les biais de 2000 francs, 2000 francs, et qu'ils se mettent encore dans l'enfer pendant 5 ans. Un thème d'actualité qui justifie l'engouement et les attentes au sortir de ce café citoyen. Les réflexions se poursuivent et le prochain rendez-vous est pris pour la province du Poni dans la ville de Gawa. Le scandale sexuel évoqué dans ce journal, une vidéo compromettante circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Elle présente 2 employés d'une même boîte dans une grande intimité et donc a fait surface sur les réseaux sociaux. Des rumeurs ont indexé Orcadeco Burkina. Les responsables de cette société se sont expliqués. Ils démontent fermement les accusations dans ce reportage que nous avons réalisé. Sanata Seré-Geoffroy. Depuis plusieurs jours, cette vidéo circule sur la toile. Elle met en scène dans la partie cachée à Souer 2 hommes en plein débat sexuel dans des toilettes supposées d'un service. Des images obscènes que certains sur les réseaux sociaux ont vite fait d'attribuer à Orcadeco. Même si l'entreprise a fait un démenti à travers un communiqué, nous nous sommes rendus sur les lieux pour avoir le clair mot de cette affaire, fortement commentée. Le directeur général de Orcadeco que nous avons pu rencontrer a été formel. Et dès que j'ai pris connaissance de cela, j'ai dit mais ça c'est pas du vrai, parce que je ne reconnais aucune personne dans cette vidéo-là, ni dans ces photos-là qui circulent depuis un bon bout de temps. On nous accuse de certains trucs que nous-mêmes, on n'apprécie pas du tout. Et d'ailleurs, ces genres de choses ne sont jamais permis dans le sein de notre société. Pourquoi les gens veulent nous attribuer une image qui n'est pas la nôtre? Et comme on a tous vu sur les vidéos et les photos, nous, on ne reconnaît pas les lieux. On ne reconnaît pas les lieux. Je peux vous faire visiter les lieux chez nous. Vous pouvez jeter un coup d'œil et vous assurer par vous-même que ce n'est pas nos lieux, ce n'est pas notre personnel. D'ailleurs, vous avez carte blanche à les questionner tous. Ils sont là et à tirer une bonne conclusion. Pour plus de preuves, nous avons même été amenés à visiter toutes les toilettes de l'entreprise, personnel et visiteurs y compris. Il n'y a aucune similitude avec les toilettes de la dite vidéo. Une situation incommodante pour le personnel qui se défend. Et j'ai été désagréablement surpris quand on m'a parlé de la vidéo. Bon, j'ai vu la vidéo, mais je ne connais personne de la vidéo. Et les toilettes dans lesquelles c'est fait, et ce ne sont pas nos toilettes. Ceux qui ont l'habitude de rentrer dans les toilettes de Orca Burkina peuvent le confirmer. Les toilettes n'ont rien à voir avec nos toilettes. Bon, on est beaucoup touchés, découragés, parce qu'il y a plein de clients qui appellent dès qu'ils voient la vidéo, dès qu'ils entendent parler de la vidéo. Ils appellent pour échanger avec le personnel. Bon, on est vraiment gênés. Parce que bon, c'est des valeurs que nous, on prône ici. Et vraiment, ce n'est pas des comportements acceptables à Orca Burkina. Ça nous a vraiment beaucoup choqués. En plus de ça, c'est pas un de nos responsables. Non, les visages, ce pas des gens du personnel. Selon le premier responsable de Orcadeco, l'entreprise aurait même fait l'objet de menaces suite à cette vidéo. On entend par-ci et par-là, vous savez comment ça se passe de bouche à oreille, des menaces quand même assez consécutives et dangereuses. Bien sûr, on n'a rien à se reprocher parce qu'on n'a rien à voir dedans, mais quand on prononce le nom de Orca dans ces genres de faits-là, c'est pas intéressant. Alors, j'ai un petit message seulement à lancer à tout le monde, que ce soit au Burkina ou ailleurs. Avant de partager des genres d'informations pareilles,
ou quelconque, essayons de se rassurer et de savoir la source vient d'où. Est-ce que c'est une source sûre? Est-ce que vraiment c'est des faits réels? Est-ce que c'est vraiment arrivé là où on est en train de dire? Et arrêtons de partager des choses qui ne sont pas là où ils sont. Une plainte a donc été déposée par la société à la brigade de lutte contre la cybercriminalité et des enquêtes seraient en cours afin de retrouver les personnes qui se cachent derrière cette intox. Tout en rassurant sa clientèle, le directeur général de Orcadeco appelle à la vigilance. Et puis dans le reste de l'actualité, hommage aux défunts anciens présidents maliens Amadou Toumani Touré. Ce lundi, un cortège funèbre a pris le départ de l'Institut Marchou de Paradis Coroni pour le génie militaire. Un itinéraire long donc de plus d'une vingtaine de kilomètres tout au long du parcours des amis, anciens collaborateurs et des anonymes. Images dans cette correspondance de Borema Soulo. Drapé des couleurs nationales, la dépouille mortelle du feu général Amadou Toumani Touré a fait ses adieux aux Maliens. Accompagné par une foule nombreuse, le cortège funèbre a parcouru plus d'une vingtaine de kilomètres à travers la ville de Bamako. De la vie de l'ancien président Amadou Toumani Touré, dit ATT, ses proches retiennent un grand bâtisseur, un patriote qui s'est entièrement donné à son pays. Nous sommes des athlétistes. Nous nous reconnaissons dans l'héritage politique de l'homme. L'homme, il avait la foi. Il était humble, sincère, simple. Tout ce qu'il avait entrepris, il avait reçu. Nous sommes fiers. Nous avons préféré faire le service minimum aujourd'hui et venir tenir cette marche-là. Nous prions pour le général ATT, pour sa loyauté envers le Mali et envers le peuple malien, envers l'Afrique et le monde entier. C'est le minimum que le pays pouvait le faire pour lui. C'est vraiment un homme, un vrai patriote. Il a tout fait pour nous. On est là pour soutenir sa famille. Moi-même, je suis une cousine à lui. Vraiment, on est là pour soutenir la famille. Pour Mokhtar Koulibaly et Diarra Fatoumata Dembélé, sous le règne du feu général président, le Mali se portait mieux sur tous les plans. ATT était un grand patriote. ATT était un homme de paix. ATT était un homme de dialogue. ATT a beaucoup travaillé, sans exception. Il a touché dans tous les domaines, mais plus particulièrement là pour l'amont et la cité des logements sociaux. Vraiment, l'ami des enfants est parti. Il va laisser un grand vide. Surtout pour témoigner toute ma reconnaissance et rappeler au peuple malien que c'est la qualité de la gouvernance de Amadou Toumani Touré qui m'a permis d'être élu comme juge à la Cour pénale internationale. Et durant toute ma présence à la Cour pénale internationale, 9 ans, le Mali payait ses cotisations. La dignité du Mali était sauvegardée et la mienne aussi. Si certains pensent que le cortège funèbre est un hommage à la hauteur de l'illustre disparu à Bamako, beaucoup estiment que l'ancien président méritait mieux. Le cortège funèbre, c'est le minimum qu'on pouvait faire pour lui. Il méritait plus que ça, mais c'est ce que les autorités ont décidé. Moi, mon rêve était de voir ses funérailles au stade du 26 mars, au stade Modibo Keïta. Mais aller enfoncer ça dans le génie militaire comme un mouchoir de poche nous laisse un sentiment de grande frustration. 2 heures de cortège dans la ville de Bamako, une procession qui annonce les obsèques nationales qui auront lieu mardi. Mbandao, le président de la transition, a décrété un deuil national de 3 jours pour honorer la mémoire de l'ancien chef d'État décédé le 10 novembre dernier en Turquie. Il s'y était rendu pour des soins médicaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.